Ok, t'as raison, soyons précis. Voilà, tu m'as niqué mon intro, je suis sûr. Dans un instant, ça va commencer. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Clone Web, l'émission. Après le mois dernier, son émission Pas comme les autres en direct du festival de Gérardmer, on pensait revenir à des sorties salles plus classiques, surtout vu l'impressionnante actualité de ce mois de mars. Avec Sam Raimi au Pays d'Oz, Rod Fréqueux et son nouveau trip définitif, ou encore le dernier monument en date des Wachowski de Tom Tykwer, voilà 3 bonnes raisons de coller une bonne grosse mandale au premier qui vous sort le sempiternel. Oh, de toute façon, en ce moment, c'est comme d'habitude, y a rien à l'affiche. D'ailleurs, vous remarquerez un truc, c'est que les gens, souvent qui vous disent ça, ne vont jamais au cinéma. I get the feeling that you are not taking me seriously. That's because I'm not. Les délais jouant contre nous et le calendrier des sorties des TV étant surblindé, on se dit qu'on allait une fois de plus vous parler de films à l'exposition minime, même si on n'a pas pu s'empêcher de remettre une couche sur Cloud Atlas avec notre invité du mois, parce que ma foi, ça nous fait plaisir. Mais pour l'heure, on va y aller doucement, et si votre cerveau n'est pas encore allumé, bah autant vous dire que c'est parfait pour commencer. Streaming live from the Kalahari prison in South Africa, home to the most ruthless and violent criminals the world has ever seen. Niles York presents Death Race. Dans cette émission, on n'est jamais les derniers lorsqu'il s'agit de défendre les vertus festives du cinéma et la capacité de ce dernier à fédérer autour d'une bonne bière et d'une part de pizza bien grasse pour célébrer comme il se doit la connerie érigée en modèle. Le marché du direct ou DVD est devenu un pionnier dans le domaine et accueille le dernier jalon en date d'une franchise partie pour être l'une des plus marquantes de l'histoire du cinéma, si je vous jure. Il s'agit bien évidemment de Death Race 3 Inferno. Eh ouais. Ah, Death Race, que de chemin parcouru depuis le remake de Death Race 2000 par Paul W.S. Anderson. À l'époque petit blockbuster bourrin avec Jason Statham dans le premier rôle, la franchise est vite passée sur le rang de l'exploitation vidéo, chaperonnée par Roel René, réalisateur habitué de Steven Seagal, et toujours produite et scénarisée par l'inénarrable mari de Mila Jovovich. Pour tous ceux qui sont fans de Resident Evil, il suffit seulement de quelques secondes à ce nouveau Death Race pour porter la marque du bonhomme, puisque le film commence par un générique de la fameuse émission télé qui permet de réintroduire le concept aux novices, tout en grattant 4 minutes de film avec des images des précédents, comme le font à chaque fois les pseudo-adaptations de la saga Capcom. Si comme nous vous avez vu les deux précédents Death Race, tout d'abord vous avez bien du courage, mais surtout une question doit brûler vos lèvres puisque ce nouveau film a le même casting que le précédent qui se terminait pourtant là où commence le premier. Et c'est là où on retrouve d'emblée le génie de Anderson, qui grâce à une pirouette scénaristique et un petit coup de chirurgie esthétique, faut pas déconner, parvient à remettre en scène le personnage de Carl Lucas dans ses sempiternelles courses à la mort. Et étant donné qu'on retrouve un peu de choses près la même équipe que pour le précédent, on peut déjà rassurer les 3 fans déviants du fond en leur expliquant combien ce Death Race porte bien l'identité de la saga. Entre son montage foutraque au possible et bon à vous arracher les yeux par moments, la même écriture pachydermique qui impose certains dialogues relous, et surtout sa volonté de donner dans les répliques de dur à cuire plus ridicule qu'autre chose, on est en terrain connu et il n'y a apparemment pas grand chose qui change dans la formule Death Race. The Death Race that we all know and love will not change. It will grow bigger and better. This, I promise. À première vue seulement, car les équipes de Anderson ont eu suffisamment d'idées débiles afin de perpétuer le concept de ces courses dans lequel des prisonniers peuvent tout faire afin de gagner leur liberté. C'est beau. On savait que les production designers de la chose avaient déjà dû voir beaucoup de fois Mad Max 2 pour ses voitures, mais avec des courses qui se déroulent désormais au beau milieu de l'Afrique du Sud, autant vous dire que l'influence n'est même plus digérée. C'est donc fini pour l'île Mossad en béton, et bienvenue dans les dunes de sable et les vastes étendues africaines, pour une course qui n'a par moment rien à envier à Pékin Express. À ce niveau-là, il faut d'ailleurs admettre que malgré son faible budget de 6 millions de dollars quand le premier en coûtait 45, le film joue plutôt bien le côté carte postale lors de certains plans, quand bien même on reste la plupart du temps dans 3 pauvres décors. Au fond, ça n'est pas si grave, car au-delà de l'appui de faux raccords, de plans utilisés à plusieurs reprises et de cascades pas toujours du plus bel effet, on finit tout de même par se demander quelles drogues ont été consommées par l'équipe du film tant, une fois de plus, l'hystérie collective et le joyeux bordel à l'image se font une joie de détruire votre bon goût en long, en large et en travers.
constamment gratuit et racoleur dans ses effets, Type Racing Inferno devrait déjà plaire à toutes les féministes en activité, dont la gente féminine y est traitée une fois de plus avec un dévouement qui, ma foi, force le respect. Que le bad guy passe son temps à traiter sa secrétaire comme une merde, pourquoi pas. Qu'il se tape l'autre méchante entre deux réunions pour mieux la lâcher comme il veut par la suite, ça passe encore. Enfin, que les copilotes féminines se fassent insulter toutes les 30 secondes par les conducteurs en surplus de testostérone, on n'est même plus étonné. Ce coup-ci, Type Racing Inferno pousse le bouchon encore plus loin et risque de rendre tout fou tous les kékés de Paname. Car comme d'habitude, les demoiselles y sont traitées pour leur intelligence avant tout. Contrairement à beaucoup de films machos, leur rôle ne se résume pas à faire le ménage ou la cuisine. As girls, I thought it would only be fitting to offer Frankenstein, our new celebrity, an incentive, a prize, a free fuck. Et enfin, au cas où les reloquer sous tous les angles possibles ne suffisait pas, le film s'offre même le luxe d'une petite séquence de crépage de chignon en mode un petit peu bourrin. Tu vois la scène, tu fais OK. Bref, on comprend pourquoi le premier rôle féminin a changé d'actrice entre-temps, tout comme la présence en majorité de mannequins probablement sortis de l'Europe de l'Est avec des rêves hollywoodiens plein les yeux avant d'arriver dans ce bordel. Mais comme il en faut pour tout le monde, Type Racing Inferno se déroulant tout de même en Afrique du Sud, le film multiplie les clichés et les conneries monumentales pourvu que ça contente vos bas instincts. Du coup, on ne se demande même plus pourquoi on retrouve le même chinois vénère depuis le premier épisode qui n'est là que pour froncer ses yeux bridés, et on zappe le fait que la super organisation responsable de tout ça s'appelle Wayland, comme dans une toute petite franchise de SF, ni même ce que viennent foutre les clans de guerre africains en plein milieu de la course. Et comme le grand n'importe quoi est servi au format XXL, il y en aura encore pour les plus gourmands d'entre vous, et vous aurez notamment la chance de découvrir une course-poursuite haletante entre un homme et un missile. Vous pourrez vous délecter de comédiens au top de l'acteur studio, mais vraiment au top. You son of a bitch! We thought you were dead. Et vous aurez même le droit à un black qui se prend pour Bruce Willis. Type Racing Inferno fait donc partie de ces films objectivement nazes, voire abjects, mais dont la qualité augmente proportionnellement avec le nombre de potes et de litres d'alcool présents lors du visionnage. À ne pas mettre entre toutes les mains donc, car ça reste franchement tout pourri, mais en attendant le prochain Fast and Furious, les plus avertis d'entre vous savent ce qu'il leur reste à faire. Oh God, I'm so sorry, you guys. I'm so sorry. You had to see that. Oh. Changement de registre total puisque nous allons à présent défendre plus ou moins les droits de la femme et surtout nous attendre à un film labellisé Sundance qui, étrangement, n'a pas eu droit à une sortie en salle. Et ça, ma foi, c'est très bizarre. Et oui, faire un passage remarqué à la messe du cinéma indépendant américain n'assure pas les arrières d'une production quand il s'agit de sa distribution, et c'est pour cela que sort directement en DVD Smashed, réalisé par James Ponsoldt. A priori, il n'y a rien, mais alors absolument rien d'original dans cette œuvre qui a tout l'air d'être un premier film. Pourtant, le monsieur n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'il avait déjà fait Off the Black avec Nick Nolte, et surtout a-t-il déjà remis le couvert avec The Spectacular Now, présenté en janvier dernier, devinez où, à Sundance, dans lequel on retrouve l'héroïne de Smashed, j'ai nommé Mary-Elizabeth Winstead. Si vous suivez fréquemment cette émission, vous comprenez alors vite pourquoi on s'est jeté sur le DVD de Smashed, l'actrice faisant partie du cercle très fermé de nos muses. Wow. This is. You shouldn't have, really. Après l'avoir vu en Pom Pom Girl chez Tarantino, en fille de John McClane ou en petite copine pour Guy Carrien agité, la voilà donc dans un premier rôle taillé pour asseoir sa réputation d'actrice qui n'a pour ainsi dire jamais vraiment dépassé les seconds rôles plutôt mignons. Enfin non, elle avait fait Destination Finale 3 et Dancing Girls, mais ça ne compte pas vraiment. You can't
Ah, you can't say that. Fini de rigoler donc, Smash suivant le parcours un rien bordélique d'une jeune femme très portée sur la bouteille, jusqu'au jour où elle va se rendre compte que les réveils difficiles n'importe où, ça n'est pas très cool comme train-train quotidien. Le chemin de la sobriété n'étant pas le plus simple à emprunter, le film se concentre autour de la démarche de son héroïne vers des jours meilleurs, la belle n'étant franchement pas aidée par son petit ami, qui ne voit toujours pas en quoi remplacer l'eau par l'alcool dans son alimentation quotidienne peut poser problème. Du coup, le film se coltine tout du long une petite impression de déjà-vu. Comme tout film indé qui se respecte, Smash est filmé en caméra à l'épaule, avec une approche visuelle naturaliste et un découpage somme toute très simple. Comme tout film indé qui se respecte, Smash suit le parcours d'un personnage brisé qui essaie de recoller les morceaux au sein d'un entourage et d'un environnement peu propice à la guérison. Comme tout film indé qui se respecte, Smash se concentre avant tout sur l'humain et sur la difficulté à remettre les pieds sur terre quand on a l'habitude d'être perché, de pisser au lit et de dormir à peu près nulle part. Enfin, comme tout film indé qui se respecte, Smash a pour bande originale une énième petite musique folk avec sa traditionnelle guitare acoustique. A priori donc, Smash n'a pas grand chose pour se détacher de la masse et pour exister en tant que tel. Pourtant, si on vous en parle, c'est tout simplement parce qu'il a le mérite d'être d'une grande justesse. Dépeignant sans artifice aucun le violent retour à la réalité provoqué par la redécouverte de la sobriété et de la pleine perception des problèmes de tous les jours, le film parvient à éviter tout misérabilisme et pathos latent en réussissant même à ne porter aucun jugement de valeur sur les faits et gestes de son héroïne. D'une grande tendresse, James Mangold omet la pitié et dose son long métrage intelligemment pour ne pas assommer le spectateur avec des émotions saugrenues, parvenant par exemple à faire rire devant certaines situations cocasses sans pour autant en altérer le naturel. Cela doit beaucoup à une galerie de comédiens poussés à l'improvisation sur le tournage et qui endossent tous comme il faut ces rôles de gens normaux ayant chacun leurs emmerdes. On peut regretter l'interprétation un peu poussive par moments d'Aaron Paul, mais il sert le petit plus du film, à savoir l'histoire d'amour au cœur de cette quête de changement, un enjeu qui va devenir petit à petit un obstacle au personnage de Mary-Elizabeth Winstead, lui insufflant les motivations nécessaires pour que le public s'accroche facilement à elle. Avec son sujet pas des plus motivants, on vous l'accorde, les qualités précitées peuvent sembler peu suffisantes pour justifier un visionnage du film, et pourtant c'est peu dire que celui-ci passe comme une lettre à la poste. Déjà parce qu'avec sa durée de 1h25, vous n'aurez pas trop le temps de vous emmerder, et ensuite parce que cette jolie histoire est traitée humblement, parvient à faire mouche à chacune de ces scènes et en disant sur les relations humaines et les efforts à faire en leur sein quand on veut changer son mode de vie. I stopped drinking. Okay. I did. I really did. You bet. Oh, are you pregnant? Mom. How exciting! I'm gonna be a grandma! And don't believe Mom. that thing about not drinking when you're pregnant. That's a myth. I mean, I drank plenty with Katie when I was pregnant. Mom. I'm not pregnant. Alors que la tendance est à la performance, à l'exubérance et à l'hystérie, James Mangold prend le contre-pied total et ça lui réussit. Certes, Smash reste un petit film qui ne marquera pas les esprits outre mesure, mais son humilité et sa justesse en font un joli moment de vie. Et franchement, par les temps qui courent, un peu de simplicité, ça ne fait pas de mal. Out. Hey, what? No, hey! Friday the 15th, we made sail with the morning tide. I had been quarantined to a storeroom away from the other passengers and crew. All I want to do now is return home. My dear Sixsmith, I am in desperate need of your help. I got hooked on a journal, written in 1849 by a dying lawyer during a voyage from a Pacific isle to San Francisco. Half the book is missing. It's completely killing me. A half-finished book is, after all, a half-finished love affair. La troisième partie de l'émission avec Alexandre de Clonel que vous connaissez plus sous le nom de Arcaron. Salut Alex. Salut Jean-Victor. Et tu ne viens pas pour rien, tu viens peut-être pour la critique la plus importante de cette émission, puisque nous parlons de Cloud Atlas, le nouveau film de Tom Tykwer et de Lana et Andy Wachowski. On en a déjà parlé sur Clonel, mais on s'est dit que vu l'actualité, c'était bien d'en mettre une petite couche et de donner envie à ceux qui n'étaient pas encore convaincus d'aller voir le film. Alors pour commencer, Alex, simple question, pourquoi est-ce que Cloud Atlas, il faut aller le voir? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que c'est une production indépendante. C'est vrai, c'est même le film indépendant le plus cher de l'histoire du cinéma. C'est exact. Donc voilà, c'est quand même, faut le dire, ce n'est pas un blockbuster traditionnel. Voilà, Hollywood n'a rien à voir avec ça. Non, pas du tout. Voilà.
On sait, grâce à ça, qu'il y a un projet derrière. Donc c'est un vrai film d'auteur au sens premier du terme. Voilà, exactement. Ça a commencé en étant porté donc par ces 3 individus qui ont décidé de travailler ensemble. Qui ont lu le bouquin et qui sont tombés sous le charme. Exactement. S'ils ont fait ce film-là comme ça, c'est qu'à la base, évidemment, ils avaient suggéré à Hollywood, à certains producteurs de faire le film, et ils se sont pris, autant dire, des pentes dans la tronche. Et eux, en fait, leur intention à la base, c'est de faire un espèce de grand film épique, un petit peu... même fortement inspiré parce que ce qu'ont pu faire David Lean, ce qu'ont pu faire Kubrick et des mecs comme ça. Voilà, un espèce d'énorme film, mais à la fois épique, ample et adulte, avec un vrai propos qui s'adresse à des gens âgés, où c'est pas juste des robots qui se tapent sur la gueule. C'est d'autant plus frais de voir ça dans le circuit ciné que c'est coincé entre Die Hard 5, G.I. Joe 2 et G.I. Joe 2, voilà, exactement. Ce qu'ils osent faire, c'est partir du principe que leurs spectateurs sont capables de s'émanciper des règles traditionnelles de narration, d'histoire, de montage et de réception d'un film aussi. C'est extrêmement ambitieux, c'est extrêmement travaillé, c'est très sophistiqué. Et en même temps, c'est là aussi le film est fort, c'est qu'à la fois c'est compliqué, mais il faut s'abandonner au film, faut se laisser porter par le film. Moi je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont été le voir et qui se sont pris un peu un choc dans la tronche, et évidemment quand on sait pas trop à quoi s'attendre, c'est évident. Et il faut vraiment prévenir les gens là-dessus, aller le voir en ayant l'esprit ouvert, quoi. C'est un film dont la narration est... Je pense que c'est une question de point de vue. Ce que tu dis, c'est très vrai pour la première fois, je pense. Ce qui est assez difficile finalement, c'est que la première fois que tu le vois, quand même, par exemple, moi j'avais déjà lu le bouquin et toi aussi, je sais pas si ça t'a fait ça, mais d'emblée t'essaies de trouver les connexions entre les 6 récits. Et faut pas, parce que le film parviendra à t'amener ces connexions au fur et à mesure, mais... En étant lecteur de bouquin, on savait déjà quelles étaient les connexions en question. Mais mécaniquement, inconsciemment, t'essaies de le faire alors qu'il faut pas. Mais enfin, il faut pas croire que c'est quelque chose d'incompréhensible. Non, pas du tout. C'est tout à fait abordable du moment qu'on ne dort pas devant. Voilà. Enfin, il faut pas dormir devant, faut rien rater, quoi. Faut pas rater 5 minutes parce que... Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Effectivement, donc, mais non, avec un peu d'attention, tout le monde peut comprendre ce qui se passe à l'écran. C'est complètement faux de dire que c'est incompréhensible. Certes, c'est éclaté, c'est découpé, mais c'est une seule histoire. Si on peut voir ça comme une seule histoire, en fait. Éclaté dans le temps, de manière chronologique, dans la manière qu'on a de penser le temps, en fait, mais au final... Notre expérience de spectateur, c'est que ça arrive en même temps. Ouais, exactement. Ouais. C'est simultané, si tu veux, tout ça. C'est-à-dire que toutes ces temporalités se retrouvent en fait juxtaposées et parallèles, quoi. Exactement. Personnellement, si on me demande de quoi parle Cloud Atlas, j'aurais du mal à y répondre complètement maintenant, parce que... Oui, parce que c'est aussi un film qui a une portée qui est tellement ample dans son histoire et quelque part universelle qu'en fait chacun projette ce qu'il veut dedans aussi, quoi. Et c'est vraiment ça que je pense que il finit par devenir aussi touchant, c'est que on y trouve un petit peu ce qu'on veut quelque part. Mais je comprends aussi comment ça peut rebuter, ça peut devenir agaçant pour certaines personnes qui préfèrent voir des films où les réponses sont données plus directement. Si tu veux. L'auteur du bouquin de David Mitchell avait dit vouloir écrire quelque chose qui rejoignait la philosophie bouddhiste par rapport au cycle des réincarnations et à l'idée que toutes les vies ont leur importance en fait dans le déroulement de l'histoire en général. D'ailleurs, c'est un des grands thèmes du film, c'est de voir l'évolution de plusieurs personnalités au sein de leur réincarnation et de voir le bon côté ou le mauvais qu'ils prennent au fur et à mesure. Mais je pense justement qu'il est possible de voir ce cycle des réincarnations comme quelque chose qui n'est pas linéaire non plus, dans le sens où Tom Hanks n'est pas toujours la même âme, si tu vois ce que je veux dire. Notamment par rapport parce que l'idée de cette réincarnation des personnages au fur et à mesure des histoires, c'est quelque chose qui n'était pas forcément dans le livre, parce que là c'est complètement appuyé par la multiplicité des rôles pour chaque acteur. Et il y a aussi cette idée suivez la comète, j'ai envie de dire, tu vois, qui était beaucoup plus forte dans le livre. Entre les lignes. Suivez la comète. Tu vois. Donc c'est pas juste, faut pas voir juste le film comme plusieurs vies d'un même personnage. Il y a quelque chose d'au-delà de l'enveloppe corporelle, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut pas approcher le film en se disant Tom Hanks,
c'est le même. L'acteur Tom Hanks, il joue le même personnage avec des noms différents dans chaque époque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au-dessus de ça, quoi. Voilà, il peut. D'où le suivez la comète. C'est super important. Donc voilà, l'idée, faut pas du tout se mettre en tête que c'est un film pour personnes camées, etc. parce que c'est beaucoup plus limpide que s'en aller une fois qu'on est devant. Il faut aussi soumettre l'idée que c'est un blockbuster parce que c'en est pas du tout un. C'est un vrai film indépendant fait par des auteurs parce qu'ils veulent vous raconter cette histoire-là. Et donc tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller le voir parce que on aura beau en parler, ça reste une expérience à vivre, c'est quelque chose d'assez indescriptible et enfin, qu'on ne pourrait pas pleinement percevoir sans l'avoir vécu. Et même si on ne garantit pas que vous l'aimerez, parce que c'est comme on ne peut jamais garantir que vous aimerez un film, et surtout parce que c'est vraiment quelque chose d'assez spécial, au moins on peut vous assurer une chose, c'est que vous n'avez jamais vu ça au cinéma. Exact, c'est une expérience unique. Donc ce serait dommage de passer à côté, de le découvrir en streaming dans 5 ou 6 mois. Et parce que c'est à vivre sur le plus grand écran possible. Exactement. Et que au moins vous pourrez briller en société en ayant vu Cloud Atlas. I believe there is another world waiting for us, Sixsmith. A better world. And I'll be waiting for you there. Et c'est la fin de cette émission du mois de mars dans lequel on vous a tout d'abord parlé de 2 sorties direct ou DVD. Tout d'abord Death Race 3 Inferno. Un film à voir si vous avez les conditions nécessaires pour le regarder, à savoir beaucoup de potes, beaucoup de bière et très peu de neurones, hein, vraiment très peu de neurones, j'insiste. C'est un pur nanar, mais ça fait son taf. Ensuite, on vous a parlé. On vient de le voir d'ailleurs. C'est ça. Mortel. Après, dans un style qui n'a absolument rien à voir, Smashed avec Mary-Elizabeth Winstead, qui, ma foi, est un petit film simple, sans artifice, mais qui fait plutôt lui aussi son taf, se regarde tout à fait. Et comme il n'y a pas les frères Weinstein derrière, bah, vous n'entendez pas beaucoup parler, donc justement, ça vaut quand même le coup d'œil. Et enfin, Cloud Atlas. Dans un autre monde. Dans un autre niveau de cinéma aussi. Voilà, on a évidemment dit beaucoup de choses dessus et on redit encore, allez le voir absolument déjà parce que c'est une initiative à soutenir par rapport à l'industrie en ce moment et parce que ensuite c'est quand même un putain de bon film et encore c'est un euphémisme et que il y a une certitude, c'est que vous avez très peu de chances d'avoir déjà vu ça sur un grand écran, auquel cas vous nous envoyez une lettre sur Equal Web et vous nous expliquez tout ça. Et sinon, pas de comics ce mois-ci mais un DVD en plus, les 5 légendes. Là tu te dis, putain il est en train de conseiller un DreamWorks, mais si vous avez raté les 5 légendes, c'est non seulement le meilleur film pour enfants de l'année dernière, un excellent film de Noël, bon là évidemment au mois de mars ça n'a plus vraiment sens, mais surtout le meilleur film de super-héros de 2012, et j'insiste, hein, Joss Whedon peut pleurer devant ça. Voilà, c'est un DreamWorks en train de remonter la pente à toute vitesse, extrêmement spectaculaire, c'est très fun. Et c'est enchanteur, donc c'est vraiment un très bon film d'animation. Et si vous ne l'avez pas vu, comme toi Arca, c'est l'occasion de sauter dessus. Voilà. Je tiens à préciser que cet homme parle pour lui, seulement pour lui. Tu ne l'as pas vu? Je ne l'ai pas vu. Mais tu as envie de le voir? Tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est ça la finalité. On arrête, je sors à tes 5 légendes. Je vais voir les 5 légendes. D'ici là, nous on se retrouve normalement le mois prochain. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien, vous verrez, ce sera la surprise. Alex, merci beaucoup d'être venu. J'espère que la prochaine fois que tu viendras, on parlera d'un film aussi bien. Y a peu de chance, mais... on espère. Et d'ici là, on se retrouve très vite. Donc, allez voir Cloud Atlas, portez-vous bien. Ciao. Oh putain, le téléphone qui signe à la fin, quoi. Génial. Magnifique, le clap de fin. Oh, Wachowski. Cool. Et nous voici dans la 3e partie de l'émission avec Alex D. Arcaron sur Clem. Salut Alex. Et tu... D'accord, il va faire rêver. Si, c'est pas bien. C'est le stress. Je vais refaire exactement la même chose, t'es prêt? Vas-y. Non. Et tu me fais pleurer, Jean-Victor. Merde. Mais c'est le choc, t'as vu le film ce matin, t'es encore dans les... Ouais, ça y est, ça redescend. tu prends le J'étais sous le LSD et là c'est la chute. Le blues post-Cloud Atlas, quoi. Bon, on se voit sur Jupiter.